Bonjour à toutes et à tous. Nous voici embarqués dans notre exploration de la controverse indienne sur l'existence du soi et nous sommes désormais très au large dans cette exploration. Nous sommes en pleine mer puisque nous en sommes à examiner la prétention de certains auteurs brahmaniques à prouver l'existence du soi, donc d'une entité permanente en nous, sur la base non pas seulement d'un raisonnement inférentiel, mais d'une expérience directe du soi que chacun ferait. La semaine dernière, nous avions examiné un argument de ce type qui est préservé dans le commentaire de Shabara au Mimamsa Sutra, aux aphorismes de la Mimamsa. Et selon cet argument, chacun de nous, en tant qu'être conscient, éprouve par lui-même l'existence du soi d'une manière qui est parfaitement immédiate, même si cette expérience ne peut jamais être partagée. On ne peut pas la décrire, nous dit-on, adéquatement aux autres. Et puis, nous avons constaté aussi que de leur côté, les bouddhistes, eux, admettent que tout événement conscient comporte une forme d'expérience ou de conscience de soi, mais selon eux, cette conscience de soi qui accompagne chacune de nos pensées n'est pas une conscience du soi. Ce n'est pas l'intuition, ce n'est pas l'expérience directe d'une entité consciente permanente qui serait distincte des événements cognitifs, qui serait quelque chose de plus que ces événements cognitifs. Et en fait, cette conscience de soi, ce n'est rien d'autre, nous disent les bouddhistes, que la propriété qu'a tout événement cognitif de se manifester ou de se révéler par soi-même. Et puis nous avons vu que les bouddhistes défendent cette idée contre des penseurs brahmaniques du Nyaya et de la Mimamsa qui, eux, considèrent qu'une seule cognition n'a pas le pouvoir d'être consciente d'elle-même, si bien que quand nous sommes conscients d'être conscients, quand nous savons que nous savons, eh bien, selon ces philosophes brahmaniques, en fait, c'est parce que nous avons eu plusieurs cognitions successives. Par exemple, une première cognition a perçu un objet quelconque, et puis une deuxième cognition, aussitôt après, a pris pour objet la première cognition perceptive. Et les bouddhistes contestent cette analyse en disant que si votre perception de cet écran est tout occupée à percevoir l'objet écran, et si elle ne peut pas être en même temps consciente de percevoir l'écran, eh bien, on tombe dans une régression à l'infini, parce que votre perception de l'écran, pour être connue, doit être révélée par une deuxième cognition qui va la prendre pour objet, et cette deuxième cognition elle-même, pour être connue, a besoin d'une troisième cognition, et ainsi de suite à l'infini. Et nous avons lu une version de cet argument de la régression à l'infini, qui est formulé par le bouddhiste Dharmakirti, mais ce n'est pas le seul argument que les bouddhistes emploient pour montrer que toute cognition doit être immédiatement consciente d'elle-même. Parce que, avant Dharmakirti, un autre grand philosophe bouddhiste qui s'appelle Dignaga avait employé un argument différent, un argument qui fait intervenir la mémoire. Selon Dignaga, chacun de nos événements conscients, chacune de nos cognitions, chacune de nos pensées comporte l'apparence ou l'image mentale, abhasa en sanskrit, de son objet, artha en sanskrit. Donc quand vous êtes en train de regarder cet écran, l'objet, l'artha, c'est l'écran, et quand vous regardez l'écran, votre conscience, dit Dignaga, prend la forme ou l'aspect ou l'apparence de cet écran, elle comporte une image mentale de l'écran. Mais, selon Dignaga, chacun de vos événements conscients doit aussi comporter une apparence ou une image mentale de soi-même, swabhasa, de soi-même en tant que cognition, en tant qu'événement conscient. Et pourquoi faut-il admettre que toute cognition, toute pensée comporte ces deux aspects à la fois, une apparence d'objet et puis une apparence de la cognition elle-même? Eh bien, voici le raisonnement que tient Dignaga. Et pour la raison
que le souvenir d'une cognition aussi surgit après une expérience, tout comme le souvenir de son objet, la cognition a nécessairement ces deux formes, à savoir l'apparence de l'objet et l'apparence de soi. De plus, elle est consciente d'elle-même. Pourquoi donc? Parce qu'il n'y a pas de souvenir de ce qui n'a pas été éprouvé, puisque nous ne nous souvenons pas de notre conscience passée d'un objet si cette conscience n'a jamais été éprouvée. De même qu'il n'y a pas de souvenir d'une couleur, par exemple, que nous n'aurions jamais vue. Un souvenir, dit Dignaga, ça n'est pas seulement la réapparition à la conscience de tel ou tel objet qui a existé dans le passé, parce qu'on se souvient aussi avoir fait telle expérience de cet objet, on se souvient avoir vu, avoir goûté tel objet, on se souvient avoir eu telle pensée à son égard, etc. Autrement dit, on ne se souvient pas seulement d'un objet passé, on se souvient aussi de la cognition qu'on en a eu. Quand vous vous souvenez de la tasse de café que vous avez perçue ce matin, votre souvenir comporte l'image mentale de l'objet tasse de café, mais aussi l'image mentale de l'expérience que vous avez faite de la tasse de café. Vous avez conscience au moment même où vous vous souvenez que vous avez perçu cette tasse de café. Et si le souvenir peut comporter cette double apparence de l'objet et de la cognition passée, eh bien, il faut bien que cette double apparence ait déjà existé dans la cognition passée elle-même. Et ce, même si, au moment où vous étiez en train de boire votre café, vous ne réfléchissiez pas particulièrement à votre perception elle-même, parce que vous étiez concentré sur votre café, sur l'objet de votre perception. Et puis, il faut aussi, dit Dignaga, que la cognition passée ait déjà eu conscience à la fois de l'objet et d'elle-même. Il faut qu'elle ait eu déjà conscience de sa double apparence au moment même où elle a lieu. Pourquoi? Parce que les philosophes brahmaniques eux-mêmes admettent qu'on ne se souvient que de ce qu'on a déjà éprouvé. Et ça, c'est même une idée que les philosophes brahmaniques ne cessent de jeter à la figure des bouddhistes, comme on l'a déjà vu dans la discussion sur la mémoire de Vasubandhu avec un représentant du Vaisheshika. Alors ici, Dignaga se fait un plaisir de rappeler à ses adversaires brahmaniques leurs propres principes. On ne se souvient que de ce qu'on a déjà éprouvé. Et si vous découvrez une couleur dont vous n'avez jamais eu conscience auparavant, eh bien vous n'appellerez pas cette cognition-là un souvenir, vous l'appellerez bêtement une perception. Conclusion, puisque nous sommes capables de nous souvenir non seulement d'objets passés, mais des cognitions que nous avons eues à leur égard, eh bien nous avons dû éprouver ces cognitions, nous avons dû en avoir conscience au moment même où elles ont eu lieu, et donc ces cognitions étaient déjà conscientes d'elles-mêmes. Et ici, de manière frappante, nous retrouvons l'expression sanscrite swasamvedya qu'employait le défenseur du soi de la Mimamsa dans le commentaire de Shabara. Ce défenseur du soi nous disait que le soi existe en étant conscient de soi, en étant swasamvedya. Et c'est la même expression qui est employée par Dignaga ici, mais attention, il ne faut pas s'y tromper. En fait, il y a là une divergence profonde, il y a une véritable fracture, parce que selon le représentant brahmanique de la Mimamsa, c'est le soi qui est conscient de soi, c'est le soi qui est swasamvedya, tandis que selon les bouddhistes comme Dignaga, ce sont les cognitions qui sont conscientes d'elles-mêmes. Donc la réflexivité consciente, la capacité à savoir qu'on sait, dont certains philosophes brahmaniques veulent se servir pour prouver le soi, vous voyez que les bouddhistes ne la nient pas, mais ils la pulvérisent en quelque sorte, ils la morcellent en l'attribuant à chaque événement conscient instantané et non pas à un soi permanent qui serait distinct de ces cognitions. Et selon les bouddhistes, ce qui fait la différence fondamentale entre une entité qui est inanimée, une simple chose, et puis un événement conscient, eh bien c'est justement ce fait que la cognition
c'est quelque chose qui ne requiert pas un moyen de connaissance distinct d'elle pour être connu, parce que la cognition, c'est ce qui est capable de se manifester par soi-même, et on dit en sanskrit qu'elle est swa prakasha, c'est un composé que nous avons déjà rencontré et qui va être analysé par les philosophes indiens comme signifiant que la conscience est lumière, prakasha, ou manifestation de soi-même par soi-même. Et le bouddhiste Dharmakirti exploite de manière très explicite cette analogie avec la lumière, parce qu'il nous dit que la lumière, prakasha, d'une lampe, ne requiert pas, pour être perçue, une seconde lumière qui viendrait l'illuminer de l'extérieur pour la rendre visible, parce que la lumière s'illumine d'elle-même par elle-même. Et de même, la cognition n'a pas besoin d'autre chose qu'elle-même pour se manifester, de même que la lumière est considérée comme ce qui illumine sa propre nature en se manifestant, en vertu de sa nature même, de même, la cognition se connaît elle-même. Et Dharmakirti conclut que la cognition est Atma Vedini, elle se connaît, Vedin, elle-même. Et là, il emploie le mot Atman pour dire elle-même. Mais évidemment, une fois de plus, cet Atman-là, ce n'est pas l'hypostase des philosophes brahmaniques. Ce n'est pas un soi qui existerait à part ou en plus de la cognition, c'est seulement la cognition elle-même. Et c'est seulement la cognition qui est à elle-même sa propre lumière, qui est soi prakasha, et non pas, comprenez, un soi permanent qui serait, comme le dit la Brihadaranyaka-upanishad, swayam jyotis, qui serait à soi-même sa propre lumière. Et puis, selon les bouddhistes, et c'est encore un point très important, toute conscience est réflexive au sens où elle se manifeste elle-même comme conscience, et elle est conscience de soi. Mais dire que toute conscience ou que toute cognition est réflexive, ça ne veut pas dire que toute conscience réfléchirait sur elle-même. Ce n'est pas que la conscience ferait retour sur elle-même par un raisonnement, par un exercice d'introspection qui l'amènerait à comprendre progressivement sa propre nature, parce que contrairement à ce que dit Kumarila, quand vous êtes en train de regarder l'écran, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour savoir au moment même que vous regardez l'écran que vous êtes en train de regarder l'écran. Et donc, selon Dharmakirti, la conscience est réflexive, mais sur un mode parfaitement immédiat, parfaitement spontané, comme la lumière qui se manifeste par du seul fait de sa nature. Et donc, la conscience est d'emblée conscience d'elle-même, sans avoir à s'examiner, en prenant une sorte de recul vis-à-vis d'elle-même, et donc elle n'a pas à se poser elle-même comme un objet pour elle-même. Et c'est cette idée-là qui permet de répondre notamment au Nyaya et à la Mimamsa de Kumarila, parce que ces courants brahmaniques refusent d'admettre qu'une cognition, qu'un événement cognitif peut être conscient de lui-même, précisément au motif qu'une cognition, disent-ils, ne peut pas se prendre elle-même pour objet. Et selon les bouddhistes, ces philosophes brahmaniques se trompent justement parce que la conscience de soi qui accompagne chacune de nos pensées n'est pas une conscience d'objet. Dans la conscience de soi, la conscience ne se vise pas comme un objet. Et le bouddhiste Shantarakshita explique que dans la conscience de soi, la conscience ne se vise pas comme un objet, précisément parce que l'objet d'une connaissance, c'est ce qui est entièrement passif dans le processus de la connaissance. L'objet, c'est ce sur quoi s'exerce l'acte de dévoilement ou d'illumination qui est accompli par une entité qui lui est étrangère, tandis que la cognition se révèle elle-même, sans aucune intervention extérieure, et sans avoir à s'objectiver, à se poser comme un objet, simplement parce que c'est sa nature même que d'apparaître. La cognition surgit en étant radicalement distincte des entités dont la nature est inerte, jada. Et c'est précisément cette nature spontanée, ajada, qui constitue sa conscience de soi. Et le commentateur de Shantarakshita, qui s'appelle Kamalashila,
précise, en effet, Shantarakshita n'emploie pas ce terme de conscience de soi, Atma Samvedana, au sens où la cognition serait un sujet appréhendant qui se saisirait sous la forme d'un objet appréhendé. Bien plutôt, il emploie ce terme au sens où la cognition consiste en une manifestation, littéralement en une lumière, prakasha, par soi-même, swayam, c'est-à-dire de par sa nature même, comme la lumière se manifeste par elle-même sur la voûte céleste. Et Kamalashila est en train de suggérer ici que la conscience de soi qui accompagne chacun de nos événements conscients est encore plus évidente, encore plus immédiate que toute perception directe, parce que la perception, ça suppose encore une forme de dualité. Dans la perception, il y a deux entités distinctes. Il y a un sujet appréhendant et puis un sujet appréhendé, l'objet appréhendé demeurant passif dans ce processus de la connaissance. Tandis qu'il y a dans toute cognition une dimension de conscience de soi dans laquelle votre conscience se sait exister sans avoir à se mettre à distance d'elle-même pour s'analyser comme un objet de connaissance, simplement par le fait de sa nature qui est de se manifester. Et selon les bouddhistes, c'est cette spontanéité, cette manifestation spontanée de tout événement conscient que nous confondons avec une entité subjective permanente, que nous érigeons en un sujet conscient permanent que les philosophes brahmaniques appellent le soi. Alors, comment les défenseurs du soi ont-ils réagi à cette théorie bouddhique selon laquelle toute cognition est conscience de soi, sans qu'il y ait là une conscience du soi? Alors, dans la Mimamsa, la réaction de Kumarila mérite qu'on s'y attarde un peu parce que vous vous souvenez que Kumarila refuse absolument d'admettre le caractère conscient de soi de chacune de nos cognitions. Et en même temps, Kumarila défend la thèse qui est formulée dans le commentaire de Shabara au Mimamsa Sutra, thèse selon laquelle ce qui nous prouve l'existence du soi, c'est une expérience que chacun effectue. Et cette expérience, c'est ce que Kumarila appelle la cognition du je ou la pensée du je, aham pratyaya. Mais cette pensée, ce n'est pas juste la pensée que vous avez aussitôt que vous formulez le mot « je », parce qu'elle est décrite très explicitement, et déjà d'ailleurs dans le commentaire de Shabara, comme une reconnaissance de soi. Et selon Kumarila, elle se formule comme « c'est moi qui ai connu ceci auparavant et c'est moi qui le connais à présent ». Alors cette pensée du « je », c'est donc précisément l'appréhension en nous d'un sujet connaissant qui s'exprime comme je et qui dure. Et en fait, ici, Kumarila ne fait que reprendre le commentaire de Shabara qui nous dit déjà, car nous saisissons cet objet visé par la cognition qu'est la reconnaissance de soi sous cette forme. Nous avons perçu quelque chose un jour et c'est nous qui sommes les mêmes, qui nous souvenons à présent. C'est donc cet objet que nous saisissons dans la reconnaissance, c'était nous hier, c'est encore nous aujourd'hui. Alors cette cognition du je, ou cette pensée du je ainsi définie, selon Kumarila, le bouddhiste ne peut pas s'en débarrasser simplement en disant que, en fait, elle ne vise rien d'autre que des cognitions plurielles ou même la conscience de soi dans chacune de ces cognitions. Pourquoi ? Alors, pour comprendre la réflexion de Kumarila ici, je vais vous montrer le résumé qu'en a donné son adversaire bouddhiste Shantarakshita, d'abord parce que c'est un excellent résumé de l'argument de Kumarila, et puis aussi parce que Shantarakshita et son disciple Kamalashila avaient en fait accès à plusieurs œuvres de Kumarila. Alors, ils avaient notamment accès à un texte de Kumarila qui nous est parvenu, et qui s'appelle le Shlokavartika, littéralement le commentaire en vers, parce qu'il s'agit en fait d'un sous-commentaire au commentaire de Shabara aux aphorismes de l'Amimamsa. Mais ces auteurs bouddhistes
connaissait aussi très bien et citait souvent une autre œuvre très importante de Kumarila, qui est également un commentaire au même texte et qui s'intitulait « Le grand commentaire détaillé », la Brihattika. Et cette Brihattika ne nous est pas parvenue, et il se trouve que cette œuvre, dont nous n'avons plus aujourd'hui que quelques fragments, discutait cette question en particulier de la pensée du je en grand détail. Voici le raisonnement de Kumarila tel que nous le rapporte son adversaire bouddhiste Shantarakshita. La cognition du je, qui prend la forme je connais, vise le sujet connaissant. Et ce sujet connaissant peut être soit le soi, soit, si on adopte la perspective bouddhique, la cognition qui est sujette à un anéantissement total. Si le soi est l'objet de cette cognition du je, alors tout s'en trouve parfaitement expliqué. En revanche, si l'on adopte la thèse selon laquelle l'objet visé par la cognition du je n'est que la cognition instantanée, alors tout est impossible. Alors la question est, selon Kumarila, quel est au juste l'objet que vise cette pensée du je? Est-ce que c'est le soi, ou bien est-ce que, comme le dit le bouddhiste, c'est seulement quelque chose qui est de l'ordre de la cognition instantanée? Et Kumarila va s'efforcer de montrer que la thèse bouddhique est intenable. En effet, quel objet peut-on bien imaginer pour la cognition qui naît sous la forme « c'est moi » qui est connu auparavant, et « c'est moi » qui suis le même, qui connaît à présent, si cet objet n'est qu'une entité instantanée, consistante en une cognition? Cet objet est-il passé, ou bien présent, ou bien les deux, ou bien encore est-il une série d'entités cognitives instantanées? Donc quand vous pensez, c'est moi qui ai bu mon café ce matin, et c'est moi qui maintenant écoute Ratier pérorer sur le soi, quel est l'objet véritable de cette pensée-là? Est-ce que c'est votre cognition passée de la tasse de café? Est-ce que c'est plutôt la cognition présente de la péroraison de Ratier? Est-ce que ce sont ces deux cognitions-là? Ou bien est-ce que c'est toute la série des cognitions que vous avez eues depuis le moment où vous avez bu votre tasse de café jusqu'à l'instant présent où vous vous trouvez dans cette salle? Réponse de Kumarila, parmi ces quatre options, si l'objet de la cognition du je est la cognition passée, alors la pensée j'ai connue est certes possible, mais la pensée je connais ne l'est pas, parce que cette cognition passée ne connaît pas maintenant, mais seulement dans le passé. Donc quand vous pensez c'est moi qui ai bu mon café ce matin et c'est moi qui maintenant écoute ce cours, l'objet de cette reconnaissance de soi ne peut pas être juste votre cognition passée, puisque cette reconnaissance comporte la certitude inébranlable que vous avez d'être conscient ici et maintenant. Néanmoins, ajoute Kumarila, si l'objet de la cognition du je est présent, la pensée je connais est certes possible, mais la pensée j'ai connue n'est pas valide, parce que cette cognition présente n'existait pas du tout auparavant. Donc on ne peut pas dire non plus que la reconnaissance du soi a pour seul objet l'événement cognitif présent, puisqu'elle comporte évidemment la conscience d'avoir connu dans le passé. Pour cette raison même, on ne peut absolument pas imaginer que ces deux-là ensemble, à savoir la cognition passée et la cognition présente, sont l'objet de cette cognition du je, car elles n'ont pas toutes deux connu dans le passé, ni ne connaissent à présent toutes deux à nouveau. Donc cette cognition du je ne peut pas non plus appréhender la cognition passée et la présente à la fois, puisque, selon le bouddhiste, chaque cognition est purement instantanée. Donc la première cognition n'existe plus maintenant, et puis la deuxième n'existe que maintenant, elle n'existe pas dans le passé. Alors que le propre de cette reconnaissance de soi, c'est qu'elle vise un objet qui est à la fois passé et présent, et le bouddhiste n'a pas les moyens d'expliquer cette caractéristique, puisque selon lui, il y a seulement deux événements conscients qui sont irréductiblement différents. Alors, ici, le bouddhiste pourrait objecter qu'il y a bien dans son système quelque chose qui a connu autrefois et quelque chose qui connaît à présent.
Et il y a quelque chose qui existe à la fois dans le passé et dans le présent même, dans son système, et cette chose, eh bien, c'est la série des cognitions qui s'étend depuis le moment de votre perception passée jusqu'à l'instant présent du souvenir. Parce que c'est précisément cette notion de série, cette notion de santana que les bouddhistes utilisent pour rendre compte de la continuité apparente de nos états de conscience. Ils expliquent que certes, la conscience, ce n'est pas une chose qui aurait une véritable permanence, mais c'est une succession d'entités différentes dont chacune contribue à causer la suivante, et c'est cette succession qu'il désigne comme la série consciente. Mais, nous dit Kumarila, quant à la série des cognitions instantanées, elle ne peut pas non plus être l'objet appréhendé par cette cognition du je, parce que ces deux aspects de la cognition du je, à savoir j'ai connu et je connais, serait alors impossible, car cette série n'a pas connu dans le passé, ni ne connaît à présent, étant donné qu'elle n'est pas une chose réelle. Alors, si le bouddhiste dit que la série, c'est quelque chose qui existait dans le passé et qui existe encore à présent, alors il concède qu'en fait, cette série, ça n'est pas juste une succession d'entités irréductiblement distinctes. Il admet, en disant cela, qu'en fait, cette série a une forme d'unité, une forme de permanence, une forme de substantialité. Il admet que c'est une chose réelle. Et alors, ce qu'il nous décrit là, eh bien, ce n'est pas autre chose que le soi tel que le comprennent les philosophes brahmaniques. Par conséquent, conclut Kumarila, il est désormais établi que l'expression du je a lieu pour autant qu'elle vise un objet distinct de ceux qu'on a décrits, c'est-à-dire toutes ces cognitions, et cet objet qu'elle vise, c'est le soi, pourvu d'une nature permanente. Donc, selon Kumarila, cette reconnaissance de soi, c'est bien une reconnaissance du soi. Elle ne peut avoir pour objet que le sujet conscient permanent. Et vous pouvez constater qu'à certains égards, cet argument de la reconnaissance de soi ressemble beaucoup aux arguments qui reposaient sur la synthèse mnésique et que nous avions déjà rencontrés dans le Nyaya, notamment sous la plume de Vatsyayana. Mais Kumarila se démarque explicitement des partisans du Nyaya parce qu'il leur reproche de chercher à prouver l'existence du soi à partir du souvenir ou de la reconnaissance, non pas de soi, mais de tel objet. Alors que selon Kumarila, les bouddhistes peuvent expliquer le souvenir d'un objet à l'aide de la seule théorie des traces résiduelles que nous avons évoquée dans des cours précédents, mais ce que la théorie des traces résiduelles est tout à fait incapable d'expliquer, eh bien, c'est justement la reconnaissance de soi. Et de fait, dans le Nyaya, il est vrai que Vatsyayana concentre ses analyses sur la reconnaissance d'objets, que ce soit dans son examen du désir que nous avons lu ensemble, ou dans son explication de l'aphorisme selon lequel une même chose peut être perçue par des facultés sensorielles différentes. Vous voyez, l'explication par Vatsyayana de ce sutra-là, par exemple, commençait par un certain objet qui a été appréhendé auparavant par la vue est aussi appréhendé à présent par le toucher, etc. Et dans toute cette explication, c'est l'objet perçu et l'objet remémoré qui est véritablement au centre de l'argument. Et donc les représentants du Nyaya s'efforcent de montrer qu'il faut postuler l'existence du soi pour rendre compte de telle ou telle conscience d'objet. Tandis qu'avec la reconnaissance de soi dans la pensée du je, les auteurs de la Mimamsa mettent vraiment l'accent sur la dimension subjective, sur le fait que c'est le je, aham, qui lie la cognition passée et la cognition présente, et ils invoquent une expérience de cette subjectivité, une expérience qui dure dans cette cognition du je. Alors les bouddhistes vont évidemment réagir, ils vont réagir en mettant en doute l'authenticité de cette prétendue expérience du soi.
Et à cet égard, ils vont profiter du fait que Kumarila, et déjà avant lui, le commentaire de Shabara, décrivent cette expérience comme une reconnaissance de soi. Et reconnaissance, ça se dit en sanskrit pratyabhijna. C'est un mot qui est analysé par les philosophes indiens comme signifiant la connaissance, abhijna, qui a lieu à nouveau, prati. Le préfixe prati jouant ici un rôle qui est comparable au re dans notre reconnaissance. Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste reconnaître? Qu'est-ce que ça veut dire connaître quelque chose à nouveau? Alors, les bouddhistes, et en particulier Karnaka Gomin, analysent ce phénomène de la reconnaissance en disant quand vous croisez un adulte dans la rue et quand vous vous dites « mais cet individu-ci que je vois maintenant, c'est le même que j'ai connu autrefois quand il était enfant », eh bien, vous avez l'impression que vous êtes en train d'appréhender de manière directe, vous êtes en train de percevoir une même entité qui existait autrefois et qui existe maintenant. Mais en fait, disent les bouddhistes, la reconnaissance, c'est toujours plus qu'une perception, c'est toujours davantage qu'une perception parce qu'elle porte en partie sur un objet qui est passé, et cet objet passé, parce qu'il n'existe plus, fait l'objet d'une reconstruction mentale, et donc comme toutes les élaborations mentales, ce qu'on appelle le vikalpa en sanskrit, la reconnaissance est sujette à caution. Elle est toujours suspecte de déformer son objet, d'autant plus qu'en fait, elle amalgame le souvenir d'une entité passée et puis la perception d'une entité présente. Et puis, il y a plus problématique encore, selon Karnaka Gomin, ou bien encore, il faut admettre que dans cette cognition qu'est la reconnaissance, la permanence ne se manifeste pas. C'est seulement qu'on juge qu'il y a une identité telle que celui-ci, c'est-à-dire cet individu-ci que je vois maintenant, est le même que celui-là, c'est-à-dire celui dont je me souviens. Mais en fait, il n'y a pas d'identité puisque les deux états de l'enfance et de l'âge adulte diffèrent. Donc la reconnaissance, c'est un jugement d'identité. Reconnaître, c'est identifier deux personnes, par exemple, comme la même. Et pourtant, la reconnaissance, ça comporte toujours la conscience d'une différence. Et vous devez avoir conscience de ces différences quand vous reconnaissez quelqu'un, parce que sinon vous ne comprendriez pas votre propre expérience là comme une reconnaissance. Reconnaître, connaître à nouveau, ça suppose que dans un premier temps, ce savoir, il a manqué. Ça suppose que dans un premier temps, on n'a pas su qu'on connaissait déjà cette personne, précisément parce qu'on a d'abord été sensible aux différences. Et Karnaka Gomin ajoute, et on n'a pas non plus à postuler quelque chose comme une permanence de la personne au motif que l'appréhension de cette identité serait impossible autrement. En d'autres termes, nous dit Karnaka Gomin, on ne peut pas arguer que si nous sommes capables de reconnaître quelqu'un en dépit des différences dont nous avons conscience, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose qui n'a pas changé du tout chez cette personne. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça selon Karnaka Gomin? Puisque cette appréhension peut aussi bien advenir à cause de l'illusion qui surgit à l'égard d'une chose ressemblante et cependant différente, comme dans le cas des cheveux qui sont tombés et qui ont repoussé. Donc une reconnaissance, ça peut simplement avoir lieu parce que nous confondons des entités qui se ressemblent sans être les mêmes. Comme lorsque vous parlez de vos cheveux, dit Karnaka Gomin, les bouddhistes parlent aussi beaucoup des ongles, comme s'il s'agissait de la même entité qui change certes un peu au fil des ans. Vous dites qu'elle blanchit, que vos cheveux blanchissent un peu, disparaissent un peu, mais enfin vous considérez que dans l'ensemble, cette entité demeure la même. Alors qu'en fait, disent les bouddhistes, vos cheveux ne cessent de se renouveler. Ce sont des entités qui ne cessent de disparaître, de tomber et de pousser, comme le dit Karnaka Gomin. Donc la reconnaissance comporte toujours quelque chose qui est de l'ordre de la construction mentale et elle est de l'ordre de l'illusion au sens où elle escamote nécessairement des différences. Et donc
dans la reconnaissance de soi dont nous parle Kumarila, disent les bouddhistes, nous croyons nous reconnaître nous-mêmes en tant que sujet conscient qui dure, mais en fait, nous ne faisons que juger à tort que des cognitions qui sont en fait plurielles sont une seule et même entité. Et puis, par ailleurs, Kumarila présente le soi comme l'objet qui est visé par cette fameuse pensée du je. Or, vous vous souvenez peut-être que Kumarila reproche amèrement aux bouddhistes de tenir ce que lui considère comme une position absurde quand les bouddhistes affirment que toute cognition est consciente d'elle-même. Pourquoi ? Parce que, eh bien, selon Kumarila, c'est absurde parce que la cognition ne peut pas être à la fois le sujet qui accomplit l'action de connaître et l'objet sur lequel s'exerce cette action. Mais de ce point de vue, l'affirmation de Kumarila, selon laquelle le soi, qui est le sujet connaissant, qui se dit comme je, est l'objet de la cognition du je, n'est pas moins problématique. Elle devrait encourir exactement le même reproche. Et Kumarila a bien conscience que c'est là un problème parce que dans l'un de ses propres textes, Kumarila lui-même fait dire à son adversaire bouddhiste « Mais vous-même admettez que le soi est à la fois sujet appréhendant et objet appréhendé ». Et Kumarila va écarter ce reproche de manière assez laconique en disant parce qu'il est en quelque manière distingué selon ses différentes propriétés, le soi, pour autant qu'il consiste en cognition, peut être le sujet appréhendant. Tandis que l'objet appréhendé, c'est encore le soi, mais pour autant qu'il est substance, etc. Donc selon Kumarila, le soi comporte divers aspects, il a diverses propriétés, et donc on peut dire de lui qu'il est sujet ou qu'il est objet selon qu'on se concentre sur tel ou tel de ses aspects, sur telle ou telle de ses propriétés. Et donc, pour autant qu'il se présente sous une forme cognitive, il est le sujet connaissant. Mais en tant qu'il est une substance qui possède diverses qualités, etc., on peut dire qu'il est un objet. Bon, autant dire que cette très brève justification n'a pas convaincu en réalité, parce que si le soi peut avoir ces différents aspects sans que ça soit contradictoire, on ne voit pas bien pourquoi ça serait un problème pour la cognition des bouddhistes. Et en fait, d'autres auteurs de la Mimamsa ont adopté une position très différente de celle de Kumarila, parce que la Mimamsa se divise en fait à l'époque classique en deux grandes traditions, en deux grandes écoles rivales, celle de Kumarila et puis celle d'un autre auteur qui s'appelle Prabhakara. Et dans la tradition de Prabhakara, eh bien, on soutient que, contrairement à ce que dit Kumarila, nous n'appréhendons pas du tout le soi grâce à un type de pensée spécifique qui serait la pensée du je et qui viserait spécifiquement le soi à titre d'objet. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas le cas ? Eh bien, comme l'explique un partisan de Prabhakara qui s'appelle Shalikanatha, le soi, ça n'est pas une chose. On ne peut pas le percevoir comme on perçoit un pot ou un écran, puisque, et c'est un raisonnement qui vous est désormais familier, un objet, c'est quelque chose de passif, sur quoi s'exerce l'action de connaître, tandis que le soi, c'est justement le sujet, c'est justement l'agent. Bien que le sujet jouisse du résultat de l'acte cognitif, il n'a pas lui-même le statut d'objet sur lequel s'exerce l'acte cognitif, bien plutôt, il a seulement le statut d'agent. Et vous reconnaissez évidemment dans ce passage la terminologie de l'analyse de l'action des grammairiens que nous avons si souvent rencontrés, ici le kartri, le sujet-agent, et puis le karman, l'objet sur quoi s'exerce l'action. Et Shalikanatha nous dit que le soi doit être le sujet-agent et non pas l'objet passif de l'acte de connaître. Mais, selon cette tradition de Prabhakara, tout ça ne revient pas à dire que le soi ne peut pas être connu. Parce que, selon ces auteurs, dans toute cognition, se manifestent inséparablement trois éléments.
D'abord, l'objet, bien sûr, votre perception de l'écran manifeste l'objet écran. Et puis, la cognition se manifeste, disent-ils, aussi elle-même. Donc, comme les bouddhistes, ces représentants-là de la Mimamsa admettent que la cognition se manifeste elle-même en même temps qu'elle manifeste son objet. Donc, votre cognition de l'écran révèle non seulement l'écran, mais elle-même. Et puis, selon ces partisans de Prabhakara, dans le mouvement même où votre cognition de l'écran se manifeste elle-même en révélant l'écran, eh bien, elle dévoile encore un troisième élément qui n'est ni l'acte cognitif, ni l'objet sur lequel s'exerce l'action de connaître, parce que ce troisième élément, eh bien, c'est l'agent, le kartri. Parce que percevoir l'écran, c'est avoir conscience de percevoir l'écran, mais cette conscience, vous la formulez forcément comme « je perçois l'écran ». Ou comme le dit Charlikanatha, dans toute cognition d'objet, qu'elle consiste en une appréhension perceptive ou en un souvenir, le soi se manifeste directement. En effet, les objets ne se manifestent pas si le soi qui manifeste les objets n'est pas lui-même manifeste, car toute cognition surgit sous la forme « je connais ceci » et aucune cognition sous la forme « on connaît ceci ». Vous ne pensez pas « on perçoit l'écran », vous ne pensez pas « quelqu'un perçoit l'écran », vous n'appréhendez pas votre propre cognition de manière impersonnelle, parce que votre conscience d'être conscient se formule comme « je vois l'écran ». Et ce que toute cognition révèle ainsi, non pas comme un objet passif, mais comme le sujet connaissant qui effectue l'acte de connaître, eh bien, c'est le soi que toute cognition d'objet donc révèle immédiatement. Alors, vous êtes, je le disais tout à l'heure, plus que familier désormais de cette manière d'analyser les états de conscience sur le modèle de l'action telle qu'elle est conçue par les grammairiens indiens. Mais ce qui est amusant, c'est que ce modèle n'est pas du tout utilisé ici comme le Vaisheshika l'utilisait, par exemple, parce que le Vaisheshika tentait d'inférer un soi qu'il considérait comme tout à fait imperceptible, en supposant qu'à la catégorie grammaticale du sujet-agent, il doit correspondre dans les faits, dans la réalité, une entité qui est le soi, même si nous ne pouvons jamais percevoir cette entité. Alors que dans la Mimamsa de Prabhakara, et surtout de Charlikanatha, ce modèle grammatical va avoir un tout autre usage, parce qu'il va servir à essayer de définir le soi comme ce dont on fait constamment l'expérience, mais une expérience qui diffère foncièrement de l'expérience qu'on peut faire des objets, précisément parce que le soi, c'est ce qui ne se laisse pas réduire à un objet et donc à une entité passive. Et donc cette grille d'analyse grammaticale du sujet-agent va devenir plutôt un outil pour penser la subjectivité par opposition au statut passif des objets de connaissance. Et puis, alors, du côté du Vedanta, on va aussi s'efforcer de montrer que la conscience de soi est bien une preuve de l'existence du soi. Et c'est le cas de Shankara en particulier. Et Shankara discute notamment avec un bouddhiste qui lui tient le discours suivant. Mais si la cognition doit être un objet appréhendé par quelque chose dont la nature est distincte d'elle, cette chose, à son tour, doit être un objet appréhendé par autre chose, et cette autre chose, à son tour, doit être appréhendée par une autre, et il s'ensuit une régression à l'infini. Donc le bouddhiste déploie ici son arsenal classique, comme le dit Dharmakirti, une cognition ne peut pas être manifestée par autre chose qu'elle-même, parce que sinon on aurait la fameuse régression à l'infini. De plus, ajoute-t-il, puisque la nature même d'une cognition est de se manifester, tout comme une lampe, et on pense ici bien sûr à la stance de Dharmakirti, celui qui s'imagine une autre cognition pour appréhender la première spécule vainement, puisque chaque cognition ayant de même pour nature de se manifester, il est impossible que deux cognitions entretiennent une relation d'entité manifestée
à entité manifestante. Donc c'est la nature même d'une cognition, dit le bouddhiste, que de se manifester spontanément ou d'être consciente de soi. Et donc la conscience de soi, ça s'explique par ce seul caractère auto-manifeste de chaque cognition, et on n'a pas besoin, pour expliquer cette conscience de soi, de postuler un soi permanent ou même d'imaginer qu'une cognition postérieure devrait connaître une cognition antérieure. À quoi Shankara répond ? Ces deux arguments sont incorrects, pour les raisons suivantes. La crainte d'une régression à l'infini est tout à fait infondée, puisque le témoin, et on va voir que par le témoin, il entend en fait le soi, le témoin de la cognition, quant à lui, n'a nul besoin d'être appréhendé, l'appréhension ne concernant que la cognition. De plus, il y a entre le témoin et la cognition une différence de nature, si bien qu'ils peuvent tout à fait entretenir une relation de sujet appréhendant à objet appréhendé. Enfin, le témoin, qui est établi par lui-même, swayam, ne peut pas être nié. Alors selon Shankara, en fait, eh bien, c'est seulement si on suppose, comme les bouddhistes, qu'il n'y a que des cognitions, qu'on s'enferme nécessairement dans une régression à l'infini quand on essaye d'expliquer comment on sait qu'on sait. Mais selon lui, ce problème de la régression à l'infini, qui est dénoncé par Dharmakirti, ne se pose plus si on accepte l'existence d'un soi, parce que selon Shankara, le soi n'est rien d'autre qu'un pur témoin. Autrement dit, le soi, c'est ce sujet conscient qui n'est jamais un objet pour une autre conscience, c'est ce qui appréhende sans avoir à être appréhendé à son tour, c'est ce qui peut prendre les cognitions mêmes pour objet, sans avoir besoin, lui, à son tour, d'être connu par autre chose, et c'est pourquoi il n'y a pas de régression à l'infini si on suppose que chaque cognition est en fait connue par le soi. Et pourquoi le soi n'a-t-il pas besoin d'être connu par autre chose ? Eh bien, selon Shankara, c'est parce qu'il est toujours déjà établi par lui-même, swayam. Et on retrouve ici un écho du soi qui est swayam jyotis, qui est lumière par soi-même dans la Brihadaranyaka-upanishad. On retrouve cette idée que l'existence du soi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer par l'entremise d'un moyen de connaissance, que ce soit la perception ou l'inférence, parce que le soi, c'est ce qui se sait toujours déjà exister, c'est ce dont l'intuition précède absolument toutes les cognitions, toutes les perceptions, toutes les réflexions, parce que le soi, c'est simplement le témoin ou le veilleur sous le regard duquel les objets et les cognitions même peuvent apparaître. Et donc le soi, ça n'est pas un objet possible pour les moyens de connaissance que sont les cognitions, parce que c'est le fondement même, parce que c'est la condition de possibilité de tout usage de ces moyens de connaissance. Et du coup, il est inutile, selon Shankara, de chercher à le démontrer parce qu'il est toujours déjà établi. Et puis, il est tout aussi vain d'essayer de le réfuter, puisque, comme dit Shankara ici, il ne peut pas être nié. Et c'est pourquoi Shankara va souvent dire que l'attitude bouddhique repose sur une sorte de mauvaise foi fondamentale, parce que celui qui entreprend de nier le soi doit aussitôt éprouver par lui-même, en lui-même, l'échec de cette tentative, le soi étant ce qui précisément rend possible l'usage même de tout moyen de connaissance. Et Shankara dit dans un autre passage très célèbre, car chacun a conscience de l'existence du soi ou de sa propre existence, Atma Astitva, l'expression peut signifier les deux, personne ne pense, je n'existe pas. Et on a décrit ce passage célèbre comme un cogito shankarien. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui rappelle beaucoup le cogito de Descartes dans cette manière qu'a Shankara d'affirmer que le soi est si évident qu'il échappe d'emblée à tout effort pour le réfuter, parce que dans toute expérience consciente, chacun se sait être
plus immédiatement et plus sûrement que par toute perception et par tout raisonnement. Et celui qui a décrit ce passage comme un cogito shankarien, il se trouve que c'est Michel Hulin, dans un très beau livre qui s'appelle Le principe de l'ego dans la pensée indienne, un classique. Et Michel Hulin est mort la semaine dernière à l'âge de 90 ans. Et donc je profite de ce moment pour vous recommander vivement la lecture de ce livre qui comporte de magnifiques analyses philosophiques. Michel Hulin a contribué de manière importante à l'étude de la philosophie indienne et à sa diffusion. Et le livre en question comporte notamment des analyses de ce cogito shankarien. Cela dit, il faut se garder, je crois, de voir dans ces passages de Shankara une sorte de moment de bascule qui pourrait se laisser comparer dans l'histoire de la philosophie indienne au choc de la méthode cartésienne en Europe et à la place unique que le cogito a pu occuper en Europe. Parce qu'en fait, les arguments de Shankara en faveur du soi reprennent plutôt, en les synthétisant, les arguments de ses prédécesseurs, y compris d'ailleurs du côté de la Mimamsa, parce que dans la Mimamsa est très présente cette idée selon laquelle la pensée du je, c'est la pensée qui ne peut jamais être niée, c'est la pensée qui ne peut jamais être invalidée par une autre cognition. Alors quoi qu'il en soit, poursuivant donc son dialogue avec son adversaire bouddhiste, Shankara ajoute « De plus, en affirmant que la cognition, telle une lampe, se manifeste uniquement par elle-même, swayam, sans avoir besoin d'une autre entité illuminatrice qui serait le soi, le bouddhiste ne peut qu'admettre que la cognition ne peut alors constituer un moyen de connaissance, puisqu'il lui manque un sujet conscient. Il en va ici, comme dans le cas d'innombrables lampes qui se manifesteraient en vain dans le tréfonds d'un roc impénétrable. » Alors le bouddhiste répond fort bien, mais c'est notre thèse que vous avez adoptée là, puisque la cognition a pour nature même l'expérience. Et Shankara répond non, parce que la manifestation d'une lampe, par exemple, doit être perçue par un sujet conscient, distinct d'elle et possédant un organe visuel. Par conséquent, puisque la cognition n'est pas moins que la lampe un objet à manifester, on comprend que, comme dans le cas d'une lampe, sa manifestation n'a lieu que s'il y a un sujet conscient distinct d'elle. Donc Shankara, ici, est en train de distinguer le caractère auto-manifeste ou auto-lumineux de la cognition, le fait qu'elle est soi prakasha, et puis la conscience de soi, le fait que la conscience c'est soi samvedana. Et en fait, il est en train de mettre en évidence la limite de l'analogie de la lumière qui est si chère aux bouddhistes et en particulier à Dharmakirti, parce qu'il nous dit d'innombrables lampes peuvent bien briller et se manifester, mais s'il n'y a pas un seul sujet conscient pour être le témoin de cette manifestation, pour être le regard sur cette manifestation, eh bien toute cette lumière n'est manifeste pour personne. Et en dernière instance, donc, elle n'est pas manifeste du tout. Et le soi, c'est justement ce pur témoin qui est sujet sans être objet et qui rend possible la manifestation parce qu'il est ce pourquoi il y a manifestation. Alors cela dit, pour être juste, il faut préciser que les bouddhistes en fait n'ont pas attendu Shankara pour distinguer le caractère auto-manifeste de la cognition, c'est-à-dire le fait qu'elle comporte une image d'elle-même, le fait qu'elle est swabhasa, et puis son caractère conscient de soi, son caractère swasamvedya. Et dans le texte de Dignaga que nous avons lu tout à l'heure, par exemple, Dignaga fait très explicitement la différence quand il nous dit « la cognition a nécessairement ces deux formes, l'apparence de l'objet et l'apparence de soi, de plus, elle est consciente d'elle-même. » Les bouddhistes ne se contentent pas de dire que les cognitions sont auto-manifestes, qu'elles comportent une image d'elles-mêmes, ils considèrent aussi que chaque cognition est immédiatement consciente de soi ou comporte une forme d'intuition de soi. Donc, selon eux, chaque intuition est en quelque sorte à elle-même son propre témoin. Et c'est justement cette intuition de soi
qui est évanescente, puisqu'elle appartient à chaque cognition instantanée, que les partisans du soi prennent à tort pour une entité permanente qui serait quelque chose de plus que les cognitions. Donc les défenseurs du soi doivent établir que l'expérience immédiate de cette manifestation de soi ne se réduit pas à l'instant. Ils doivent prouver qu'elle s'étire au-delà de l'instant, qu'elle est capable de durer au-delà de l'instant, et c'est ça le véritable nœud en réalité de toute cette controverse, et c'est la très grande difficulté à laquelle se heurtent les partisans du soi. Alors, c'est ce que Shankara essaye de faire en s'appuyant sur le phénomène de la reconnaissance subjective dans la mémoire. Et son argument est souvent présenté dans la littérature secondaire comme très original. En fait, il faut bien dire que pour l'essentiel, c'est un résumé d'arguments que nous avons déjà rencontrés. Il n'en reste pas moins que c'est un excellent résumé. Il peut bien arriver parfois, dit-il, à l'égard d'une chose extérieure au sujet, qu'on soit pris du doute, peut-être ceci est-il le même que cela, ou bien est-ce seulement semblable à cela? Parce qu'une erreur est toujours possible dans un tel cas. Mais à l'égard du sujet percevant, on ne doute jamais, en aucune circonstance, de cette manière. Peut-être suis-je le même, ou bien suis-je seulement semblable à moi-même, parce qu'on éprouve cette identité de manière certaine, sous la forme « c'est moi qui ai perçu autrefois et c'est moi qui me souviens à présent ». Alors Shankara essaie ici de nous présenter quelque chose comme un cogito qui dure, un cogito qui est temporellement étendu. Et il le fait en mettant en évidence la certitude inébranlable que nous avons quand nous sommes en train de nous souvenir d'avoir été la même personne qui a perçu autrefois, et non pas seulement, nous dit-il, quelqu'un de semblable. Vous remarquerez néanmoins que ici, Shankara emprunte encore à la Mimamsa, il emprunte la formule même de la cognition du je selon Kumarila. C'est moi qui ai perçu autrefois et c'est moi qui me souviens à présent. Et les bouddhistes peuvent lui rétorquer exactement ce qu'il rétorque à Kumarila, à savoir que cette certitude n'est pas une authentique intuition, elle est seulement en réalité une construction mentale, parce que même si nous nous reconnaissons comme les mêmes, nous devons bien admettre que nous avons conscience aussi de différences entre celui ou celle que nous étions autrefois et puis celui ou celle que nous sommes aujourd'hui. Alors de ce point de vue, la stratégie du Shivaïte Utpaladeva est intéressante parce que Utpaladeva défend l'existence du soi et pourtant il adopte la plupart des principes bouddhiques. Mais il les adopte pour mieux montrer que si on suit ces principes bouddhiques avec rigueur, ils ne peuvent mener qu'au soi. Alors Utpaladeva admet, comme les bouddhistes, que toute notre vie consciente ordinaire se morcelle en une multiplicité d'événements cognitifs qui ne durent pas et dont chacun comporte une conscience de soi immédiate. Et puis Utpaladeva accepte aussi l'idée du bouddhiste Dignaga, selon laquelle le souvenir, ça comporte non seulement la conscience d'un objet qui existait dans le passé, mais aussi la conscience d'avoir fait telle expérience dans le passé. Quand vous vous souvenez de votre tasse de café, vous vous souvenez avoir perçu, vu, touché, goûté la tasse ce matin. Mais comment votre perception passée, qui est instantanée, donc qui a disparu, peut-elle être encore présente à votre conscience quand vous vous souvenez maintenant ? Alors on a vu que le bouddhiste utilise la théorie du mécanisme des traces résiduelles pour expliquer la mémoire. Seulement, selon le bouddhiste, ce que la trace résiduelle laissée par nos expériences passées permet d'expliquer, c'est la similarité entre l'objet du souvenir et l'objet de la perception passée. Donc c'est la similarité de votre image mentale de la tasse telle qu'elle apparaissait dans votre perception passée et telle qu'elle apparaît maintenant dans votre souvenir. Mais ce que la trace résiduelle ne peut pas expliquer, c'est votre conscience que cette tasse, vous l'avez éprouvée dans le passé, vous en avez fait l'expérience. Alors le bouddhiste, là, peut être tenté de répondre que
eh bien, cette conscience d'avoir fait l'expérience de la tasse, elle s'explique tout simplement parce que la trace résiduelle conserve l'image mentale de la perception elle-même et pas seulement de son objet, parce que l'objet véritable que vise votre souvenir, ce n'est pas juste la tasse, c'est plutôt votre perception passée de la tasse. Mais si le bouddhiste affirme cela, selon Utpaladeva, alors il contredit son principe le plus cher, à savoir son principe selon lequel toute cognition est auto-manifeste. Toute cognition se manifeste d'elle-même, parce que les bouddhistes ne cessent de nous dire que la cognition ne peut pas être manifestée par autre chose qu'elle-même, parce que c'est sa nature même que de se manifester spontanément. Et Shantarakshita et Kamalashila précisaient même tout à l'heure que c'est précisément cette manifestation de soi-même et par soi-même qui distingue radicalement tout événement cognitif d'une chose inerte. Or, Utpaladeva fait remarquer que, eh bien, selon ce principe, il est impossible pour la cognition qu'est le souvenir de viser une autre cognition, la perception passée, en tant qu'objet, puisque l'essence de toute cognition, c'est justement son caractère auto-manifeste. Une cognition qui essaierait d'en manifester une autre échouerait nécessairement, comme un objet, échouerait nécessairement à manifester cet objet. Parce que Utpaladeva nous dit, c'est comme si on essayait de manifester une chose comme un rectangle de tissu, mais sans aucune des caractéristiques qui lui sont propres. En l'occurrence, la longueur et la largeur d'un rectangle de tissu. Si vous essayez d'imaginer un rectangle de tissu sans longueur et sans largeur, eh bien vous ne vous représenterez rien du tout. Et de la même manière, dit Utpaladeva, la caractéristique d'une cognition, sans quoi on ne peut pas même penser une cognition, c'est précisément sa nature auto-manifeste selon le bouddhiste lui-même. Et donc si on essaye de la manifester sans cette caractéristique, on échouera nécessairement. Un pot est manifesté, dit Utpaladeva, si une nature ayant une forme qui comporte une base large et une cavité est manifeste, et non pas si tel n'est pas le cas. Ou encore un tissu est manifesté si une nature comportant longueur et largeur est manifeste, et non si tel n'est pas le cas. De même, la cognition, elle aussi, est manifestée lorsque, étant auto-manifeste, étant swaprakasha, elle se manifeste comme l'agent manifestant autre chose qu'elle, car sa nature consiste en cela seulement. Or, même si une cognition était manifestée par une autre cognition, sa nature même, à savoir précisément le fait qu'elle est auto-manifeste, ne pourrait pas être manifestée du tout. Alors, et pourtant, le souvenir comporte bien l'expérience ou la conscience de l'expérience passée. Alors, d'où peut venir cette conscience que nous avons de l'expérience passée dans le souvenir, si, comme les bouddhistes doivent eux-mêmes l'admettre, l'expérience passée, ce n'est pas l'objet que vise le souvenir. Alors voici comment Abhinavagupta, commentant Utpaladeva, résume à la fois le problème et puis sa solution. Et parce que l'expérience dont on se souvient ne peut consister en un objet de connaissance, puisqu'elle consiste en une cognition, elle ne peut pas être connue par une autre cognition. Bien plutôt, elle est auto-manifeste, elle est swaprakasha. Mais si elle n'existe plus au moment du souvenir, comment peut-elle se manifester à ce moment-là? Et même si nous admettons que cette expérience passée existe encore au moment du souvenir, ces deux manifestations que sont le souvenir et l'expérience ne doivent pas moins demeurer distinctes l'une de l'autre, si bien que le souvenir ne peut jamais avoir lieu. Par conséquent, ce processus par lequel nous nous souvenons est possible ainsi seulement. C'est la même conscience de soi, swasamvedana, du souvenir actuel, qui est la conscience de soi de l'expérience passée. Et par conséquent, la conscience de soi qui, s'étendant dans ce laps de temps, séparant l'expérience passée du souvenir actuel, est ininterrompue et une, n'est autre que la véritable nature du sujet connaissant. Donc la seule solution, nous dit Abhinavagupta, à ce problème, c'est de considérer que la conscience de soi, qui appartenait à votre expérience passée, a duré jusqu'au moment de votre souvenir, et que cette conscience de soi de votre perception passée n'est autre que la conscience de soi qui appartient maintenant à votre souvenir. Et cette conscience de soi
qui se manifeste en chacune de vos cognitions, mais qui, contrairement à vos cognitions dures, eh bien, c'est l'expérience du soi. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode la semaine prochaine. Au revoir.